Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'arbre à Kuma. Je suis Djenaba et je vous invite à prendre place sous le baobab car nous allons parler d'un sujet très important. Et j'aimerais commencer cette nouvelle émission avec une phrase que nous avons tous entendue quand nous étions plus jeunes. En tout cas, moi, je sais que je l'ai souvent entendue et que j'utilise comme mon credo aujourd'hui, même si ça marche pas dans 9 cas sur 10, c'est qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. Dans cette émission, je promets de vous dire tout sur la procrastination. En tant que quelqu'un qui procrastine beaucoup, j'ai décidé de me pencher sur le sujet pour savoir, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Comment est-ce qu'on procrastine? Quels sont les différents types de procrastinateurs? Ça, j'ai découvert par hasard, c'était une surprise complète, mais aussi et surtout, je vous donne des solutions. Je vous en dis plus après le générique. Bonjour à tous, c'est encore moi, Djenaba, votre hôte pour le podcast sous l'arbre à Kuma. Donc, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. Alors, procrastiner est souvent confondu avec être paresseux. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, mais c'est quelque chose que je me suis toujours trouvée. J'ai toujours dit, en fait, que j'étais une grosse paresseuse parce que j'aimais tout le temps remettre à demain. Et comme je l'ai expliqué dans l'introduction, et j'essaie vraiment de prendre le dessus sur ça et vraiment, mais comme je l'ai dit, hein, ça marche pas dans 9 cas sur 10. Et là, je pensais à des émissions et tout, et je me suis dit, franchement, et même le fait de penser, de me dire, oh, tiens, je vais m'asseoir et écrire, et puis, ah, c'était fatigant. Je me dis, mais genre, je vais faire ça après. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je procrastine, en fait? Parce que pendant longtemps, je refusais de m'appeler quelqu'un qui procrastinait, et puis je me suis dit, bon, je vais me rendre à la réalité. Je procrastine beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on procrastine, en fait? Pourquoi est-ce que je procrastine? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe, ou c'est des idées qu'on se donne, ou des idées préconçues? En fait. Et là, je me suis rendu compte, en fait, c'est un vrai phénomène qui existe, qui n'est vraiment pas anodin. C'est que, en des termes très simples, quand on doit faire quelque chose de stressant, d'ennuyant, en fait, quelque chose qu'on n'aime pas, qui ne nous procure pas du bien-être, parce que le cerveau, il aime quand nous sommes dans un état de bien-être constant. C'est bien connu, la vie, c'est du bien-être constant. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, le cerveau, lui, n'aime pas, effectivement, on lui envoie des signaux de stress, d'ennui ou de tous ces bons sentiments que nous ressentons quand nous apprêtons à faire quelque chose qui ne nous enchante pas vraiment. Et dès que le cerveau, lui, reçoit ces messages, en fait, tout de suite, il se met en mode alerte et puis il éteint le feu qui n'est pas encore allumé, donc il éteint la braise et il essaie de remplacer ça, en fait, par un signal apaisant. Et donc, tout de suite, l'activité stressante à laquelle on pensait, elle est éteinte et il nous envoie un message pour nous dire, ah, mais si tu faisais quelque chose que tu aimais à la place. Donc, pour moi, manger. Donc, ah oui, je dois aller faire une émission sur la procrastination. En plus, toi, je vais la faire en version vidéo. Non, je vais aller manger à la place où j'allais regarder la télé, où j'allais faire autre chose, en fait. Parce que justement, l'activité de dire je vais venir filmer une émission, mon podcast, même si j'adore ce que je fais, c'est quand même stressant. Surtout que là, je suis en train d'essayer de nouvelles choses, etc., etc. Donc, c'est quand même stressant pour moi. Et donc, mon cerveau, qui n'aime pas que je me retrouve en état de stress, il m'envoie ça, il m'envoie d'autres signaux ou il me propose d'autres activités plus plaisantes pour moi à la place. La raison scientifique maintenant derrière, parce qu'il y a une raison scientifique. Tous ceux qu'on a traités de procrastinateurs ou qu'on a traités de paresseux, tous ces jolis termes qui viennent avec ça, et expliquez-leur qu'il y a vraiment une explication scientifique à votre réaction et pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc, il y a le cortex préfrontal qui s'occupe de tout ce qui est logique, organisation, etc. Et il y a l'amygdale qui est tout ce qui est la partie émotionnelle. Donc, vraiment, la vérité, hein, je fais comme ça et comme ça, mais je ne sais pas où ils sont. Et donc, justement, quand le cortex préfrontal, donc, avec qui on planifie, qu'on fait tout ce qui est logique, etc., etc., nous dit, OK, on doit faire telle activité, il y a une réaction émotionnelle qui vient avec l'activité que le cortex préfrontal nous envoie, en fait. Donc, l'amygdale, elle réagit à ça, en fait. Donc, si on envoie une activité, je sais que je dois faire une activité stressante, la réaction émotionnelle de l'activité stressante, c'est le stress, tu vois. Et donc, en gros, la procrastination, c'est vraiment une bataille entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Et dans la plupart des cas, on va dire que c'est l'amygdale qui gagne. Donc, donc, c'est pour ça qu'on remet tout à demain, qu'on trouve des alternatives ou qu'on se dise, oh, demain, le demain qui n'arrive jamais, mais qui finit par arriver parce que, effectivement, quand on a des devoirs à rendre,
ou des examens à préparer et puis qu'il reste 24 heures avant d'aller écrire l'examen et que là, tu te retrouves en train de lire, que tu dors pas pendant 24 heures et que tu as allez, C+, ou B-, tu te dis, ah, fou, j'ai échappé belle, mais après, tu sais que, bon, t'as pas donné ton meilleur, quoi. Donc, du coup, il y a beaucoup de culpabilité qui en ressort et tout, et puis, bon, bref. Mais bon, après, tu essaies de avaler un peu ce sentiment en te disant, bon, bah, c'est pas grave, la prochaine fois, mieux m'organiser, blablabla, blablabla. Et là, c'est le cortex préfrontal qui parle. En disant, oui, oui, je vais bien m'organiser, nanana. Et puis l'amygdale dit, oui, oui, t'inquiète pas. Allez, oui, oui, allez. C'est bon. Et justement, on te dit, ah oui, dans un mois, allez, c'est les midterms. Et t'arrives et tout, tu dis, ah oui, dans un mois. Arrêtez ça, un mois, c'est un an. Donc, et tu rentres encore dans le même cercle vicieux. Et comme je dis, c'est vraiment le cortex préfrontal et l'amygdale qui se battent constamment. Et comme je dis, 9 fois sur 10, l'amygdale elle gagne. Donc voilà, ne vous en voulez pas parce que beaucoup d'entre nous sont dans cette situation. Moi, la première, donc raison pour laquelle je fais cette émission, je me dis, bon, ça peut sûrement aider quelqu'un là-bas. Il y en a beaucoup qui procrastinent et je vous expliquerai dans cette émission que beaucoup procrastinent à leur façon parce qu'il y a différents types de procrastinateurs. Maintenant, je vais vous parler des différents types de procrastinateurs. Il y a 5 grands types de procrastinateurs. Et justement, un petit truc que je vais ajouter à la fin de l'émission, je vais faire un petit quiz pour que vous puissiez identifier quel type de procrastinateur vous êtes. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a différents types de procrastinateurs. Donc, plus précisément, il y a 5 grands types de procrastinateurs. On a le perfectionniste, l'adrénaline junkie, le paralysé par la peur, le désorganisé chronique et le roi ou la reine du confort. Un petit truc que j'ai ajouté à la fin de cette émission, c'est que j'ai préparé un petit quiz que vous pourrez prendre à votre guise. Vous pouvez procrastiner avant de prendre le quiz si vous voulez. Ça marche aussi, avec lequel vous pourrez déterminer quel type de procrastinateur vous êtes. Donc voilà, en espérant que ça vous serve. Moi, je vous dirai quel type je suis à la fin de cette émission. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, on va parler d'abord du perfectionniste. Le procrastinateur perfectionniste. Ouh. Le procrastinateur perfectionniste, c'est quelqu'un qui, justement, se retrouve dans le cercle vicieux autour de sa perfection. Je m'explique. J'ai un devoir à rendre, j'ai un mémoire à écrire, j'ai un CV à faire. Chaque fois que je vais commencer, s'il y a quelque chose qui est mal fait, je recommence le tout. Et donc, pour m'assurer, en fait, que tout est fait correctement, il faut que j'ai la police parfaite. Je mets 4 heures à trouver la bonne police. Je commence à taper, ah non, ça va pas, on recommence tout depuis le début. Je tape 3 paragraphes, ah non, finalement, la police, ça me plaît plus, je recommence tout depuis le début, etc., etc., etc. Ça, c'est le procrastinateur perfectionniste. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui veut tellement bien faire les choses qu'à la fin, il se retrouve à rien faire, en fait. Le deuxième type de procrastinateur, c'est l'adrénaline junkie. Pourquoi faire d'avance alors que il y a 24 heures dans une journée, que par exemple mon examen il est demain et que je sais que 24 heures pour moi, c'est 2 ans. C'est-à-dire en 24 heures, je peux faire ce que des gens font depuis 6 mois. Je me retrouve là, allez, on boit du café ou des Red Bull, blablabla. On se met là, et 3 heures du matin, t'es fatigué, tu sautilles dans tous les sens en te disant, ça y est, c'est bon, je suis réveillée, je vais y arriver, et puis là, tu te trucs. S'il n'y a pas de pression, en gros, pour l'adrénaline junkie, ça n'en vaut pas la peine. C'est même pas la peine de faire ce qu'il y a à faire. C'est quelqu'un qui dit tout le temps, oh, je fonctionne mieux quand je suis sous pression. À l'université, ici, en fait, il faut choisir ses cours. Donc, chaque session, tu dois choisir tes cours. Et donc, pour avoir les meilleurs cours ou les meilleures plages horaires de cours, les meilleures plages horaires, c'est pas les cours du matin tôt, là, 8 heures midi, ou 8 heures, 11 heures plutôt, où tu veux éviter d'avoir ces plages horaires, là, genre les 8 heures ou les 18 heures, 22 heures. Il y a certaines personnes qui aiment être organisés et qui veulent avoir les horaires parfaits de cours, donc les 13h, 16h, tu vois. Donc là, tu te lèves pas trop tôt pour aller en cours et tu sais que bon, tu as toute ta soirée, ton après-midi, ta soirée après pour faire ce que tu veux et tout. On planifiait nos sessions comme ça. Et il y a un ami à mon mari qui s'amusait à dire, l'université ne peut pas me laisser son cours. Pendant que tout le monde était là, à 23h59, en train de regarder, et puis tu fais tout ton truc, et puis tu es là, et puis chacun est sur son ordi ou son truc en train de dire, ah oui, on va s'assurer, les places partent vite en plus pour les bonnes plages horaires de cours. Et lui, pendant que tout le monde faisait ça, lui, jamais stressé, tout va bien dans sa vie. Il dit, mais est-ce que l'université peut me laisser son cours? Et donc lui, clairement, c'est un adrénaline junkie parce qu'il aime faire les choses à la dernière minute. S'il n'y a pas de pression, c'est pas excitant. Toujours dernière minute. Voilà quoi. L'université ne peut pas le laisser son cours. Le troisième type de procrastinateur, c'est celui qui est paralysé par la peur.
Donc, beaucoup de remises en question. Et si je fais mal? Et si j'arrive pas? Et si je rate? Et si finalement ça plaît pas? Etc., etc. C'est la peur de l'échec ou la peur en général qui joue un gros facteur en fait pour ce type de procrastinateur-là. Donc, par peur, en fait, ils retardent le moment de faire le saut, le moment de se jeter. Et en général, c'est des gens qui se retrouvent à ne pas faire ce qu'ils ont à faire, en fait, en se disant, bah, écoute, si j'ai pas rendu mon devoir et que j'ai zéro, ben écoute, si j'ai pas essayé, c'est que j'ai pas échoué, en fait. J'ai pas rendu mon devoir et m'a mis zéro, mais pour moi, le zéro, il n'existe pas parce que j'ai jamais essayé. Donc, oh, je devais postuler à un emploi. J'ai peur de ne pas l'avoir. Donc, si j'ai pas postulé et que je ne l'ai pas, ben dans tous les cas, j'ai pas postulé. Donc, je ne me sens pas concernée. Donc, voilà. Et c'est vraiment la peur qui joue un gros facteur, en fait, la peur de l'échec, en fait, qui joue un gros facteur pour ce type de procrastinateur-là. Et ils sont littéralement, comme on dit, paralysés par la peur. Le quatrième type de procrastinateur, c'est le désorganisé chronique. En fait, c'est une personne qui est tellement désorganisée, qui sait pas, qui a pas de liste, c'est quelqu'un qui ne note pas. Donc, si c'est pas noté, ça n'existe pas. Et donc, c'est souvent, ah, j'ai oublié, ou je ne savais pas par où commencer. Ben, en gros, c'est parce que, justement, ce type de procrastinateur-là, en fait, procrastine parce qu'ils n'ont pas de structure. Donc, c'est souvent des opportunités manquées. C'est des gens où tu vas te dire, ah, tu ne veux pas compter sur eux parce que, bon, on avait prévu de faire un truc, mais lui, tu sais, il va pas le faire, ou etc., etc. Donc, c'est de là devient leur procrastination. Et enfin, on a la reine ou le roi plutôt du confort immédiat. Donc, je sais que dans 24 heures, j'ai un examen. Avant de commencer à réviser pour cet examen-là, je vais aller faire quelque chose de plus fun. Je vais commencer par quelque chose de plus fun. Ça va donner le temps à mon cerveau de respirer. Parce que mon cerveau, il n'a pas le temps de respirer. Donc, je vais aller me faire un Netflix and chill pendant 2 heures. Et puis, comme ça, je serai bien en forme. Et le roi du confort immédiat, c'est ceux pour qui vraiment l'amygdale, elle gagne tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est avant de faire quelque chose de difficile, je vais faire quelque chose de facile. Avant de faire quelque chose qui me plaît pas, je vais d'abord me faire plaisir. Après, je ferai quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, voilà les 5 grands types de procrastinateurs. Moi, je suis celle qui est paralysée par la peur, là, en fait. Je suis vraiment paralysée par la peur. Parce que chaque fois que je sais que je dois faire quelque chose, un truc aussi simple que je devais envoyer un email pour les Girl Scouts of America, c'est un email simple, mais archi simple que je devais envoyer. Et si je n'ai pas écrit le email, je l'ai réécrit, j'ai remis des mots, tout a été fait. Tout ce qui restait à faire, c'était press send. Il restait littéralement 1 minute de deadline. Et la vérité, j'ai fait comme ça. Ploup, ploup, fermé mon ordi, je suis partie. J'ai même pas regardé après parce que je me suis dit, ah, est-ce que ça va être bien compris? Est-ce que j'ai utilisé les bons mots? Est-ce que j'ai fait les bonnes phrases? Est-ce que j'ai pas été trop sèche dans les emails? Je me suis posé 10 000 questions. Après, je me suis dit, il faut que ça part. Et puis, voilà. Mais après, la réaction que j'attendais, la réaction que j'ai reçue, c'était complètement à l'opposé l'une de l'autre. Et vraiment, j'ai eu des très bonnes réactions. Alors que moi, je me suis dit, hey, j'ai mal parlé aux enfants des gens ici, là. C'était vraiment ça, quoi. Je me disais, non, est-ce que ça va être compris? Est-ce que si, est-ce que ça? Mais finalement, c'est passé comme un couteau dans le beurre, quoi. Donc, voilà. Si je prends l'exemple de ce podcast, moi, je me suis habituée à enregistrer les émissions de manière audio. Mais là, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse un peu plus d'émissions vidéo. Et là, je me suis dit, tiens, il faut que je la fasse en vidéo. Je vais la faire. Et en fait, tout ça me fait une bonne transition justement pour vous parler des conséquences de la procrastination. La procrastination, ça a des vraies conséquences. Les conséquences que j'ai trouvées en faisant mes recherches et tout, il y a des conséquences que je comprends et tout, surtout pour mon type de procrastinateur. Pas que pour les autres, ça n'existe pas, mais comme je dis, je me suis retrouvée dans certaines de ces conséquences-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, la première conséquence, effectivement, de la procrastination, c'est la pression ou le stress. La procrastination en général. Donc, vraiment, je vais parler des conséquences de la procrastination en général. Et après, en fonction de ton type de procrastinateur, tu pourras te retrouver dans une ou l'autre des conséquences. Donc, voilà. Donc, vraiment, la pression, c'est quelque chose que, justement, en tant que procrastinateur, tu es tout le temps sous pression parce que tu as toujours des choses à faire. Tu as du lait sur le feu que tu es censé être en train de surveiller, mais que non, que tu fais pas parce que, justement, ton cortex préfrontal et ton amygdale, en fait, sont en train de se battre et que souvent,
temps, en fait, comme je dis, c'est l'amygdale qui gagne. Donc, tes émotions prennent le dessus et le cerveau pour te protéger, en fait, parce que c'est vraiment pas méchant. Donc, pour te protéger, tu vas aller faire quelque chose de plus agréable, en fait. C'est un sentiment de danger permanent, en fait. Donc, être constamment sous pression, c'est comme si tu te trouvais forcément en position de danger permanent, en fait. Tu sais que tu dois faire quelque chose, en général, quelque chose d'important, que tu remets, mais tu n'es jamais tranquille parce que ça te trotte en arrière de la tête en te disant, ah oui, il faut vraiment que je fasse l'émission, là. Ah oui, il faut vraiment que je fasse l'émission, il faut vraiment que je fasse l'émission. Et je parle en connaissance de cause parce que quand tu te lèves, c'est la première chose à laquelle tu penses. Tant que la chose qui te met en situation de fight or flight, tant qu'elle n'est pas faite et que constamment sous cette pression-là, il n'y a rien qui est reposé. Et je vous le garantis, je sais, quand je vais finir cette émission et que bye, merci d'avoir blablabla, je le sens. Mes épaules vont retomber, ma nuque va être plus relaxe, etc., etc. La deuxième conséquence de la procrastination, c'est la charge mentale. À un moment donné, ça fait une accumulation. Et c'est quelque chose qu'on garde en fait en tête en se disant je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire, mais à quoi on n'arrive jamais. Ou à chaque fois qu'on repousse parce qu'on se dit ah, je préfère faire quelque chose, je suis en danger, je préfère faire quelque chose qui va me faire me sentir moins en danger. Et plus tu repousses, plus tu stresses, plus tu culpabilises parce que tu te dis ah ben j'aurais pu le faire depuis longtemps. C'est quelque chose qui aurait pas pu traîner jusque-là parce que justement moi je me suis dit ah franchement ce matin je me suis levée en me disant c'est pas quelque chose qui aurait dû mettre autant de temps. Pour vous dire tellement en fait j'ai procrastiné sur cette émission, je l'avais enregistrée il y a 4 jours. Enregistrer est un gros mot parce que j'ai jamais appuyé sur le bouton record. Donc, quand j'ai fini, je suis allée faire un autre truc. Je reviens, je dis, ben, tiens, je vais regarder tranquillement et tout pour faire les trucs pour envoyer en post-prod. Et là, je me rends compte, en fait, que je l'ai pas enregistré. Et donc, en fait, j'ai tellement remis que je me suis mise dans cette position de stress où je me suis dit, tiens, il faut que je le fasse. Et j'ai tellement culpabilisé et je me suis dit, ah, il faut vraiment, 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 vraiment que je le fasse et tout. Quand j'ai fini, j'ai fait un blocage pendant longtemps parce que, et comme j'ai encore fait, c'est parce que je savais que je devais me filmer. Donc, j'ai remis, j'ai stressé, j'ai culpabilisé et je me suis bloquée. Et je suis restée dans ce cercle vicieux-là pendant une bonne semaine, 10 jours. Et là, je me suis dit, ah non, mais vraiment là, faut que je le fasse. Mais j'étais tellement encore dans ce truc de blocage-là, j'ai même pas pris le temps de m'assurer que tous mes settings étaient prêts, tout était en place, etc., etc. Et qu'un simple geste d'appuyer sur le bouton record pour commencer n'était pas fait. Donc, voilà. Et donc, en fait, c'est cette charge mentale-là qui, en tant qu'être humain, je ne veux même pas dire en tant que parent, mais en tant qu'être humain, on a déjà beaucoup de charge mentale. Donc, avec toutes les responsabilités qui viennent au quotidien par rapport au travail, par rapport à la maison, si on a un loyer, des factures, etc., des parents vieillissants, une famille. Donc, comme je dis, quand on est être humain, on a déjà assez de charge mentale. Pour autant, s'en ajouter d'autres, comme justement le fait de repousser quelque chose qu'on sait qu'on devrait faire. Donc, voilà. Ça, c'est la deuxième conséquence de la procrastination. La troisième conséquence de la procrastination, c'est la perte de temps et d'opportunités. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va avoir des mauvaises notes, on va manquer des emplois parce que justement, on n'y aura pas postulé ou on remet à demain pour refaire le CV et l'opportunité passe. Ou même des opportunités d'affaires, par exemple, on sait qu'on peut contacter une personne qui va nous débloquer une affaire ou qui va pouvoir nous aider pour un truc et puis on remet à demain, on remet à demain. Et à chaque fois, justement, l'opportunité passe parce que la personne n'est pas là pour nous, donc elle nous attend pas. Donc, pendant que nous, on est dans notre schéma de procrastination où, justement, on remet à demain, il y a le stress qui s'installe, il y a la culpabilité qui vient après avec ce stress en se disant, ah oui, pourtant, je sais que je devrais pas faire ça, je sais que je devrais envoyer un message à cette personne, je sais que je devrais postuler à cet emploi, je sais que je devrais essayer de gagner du temps en faisant X, Y, et Z, X, Y et Z. Et là, justement, à force de culpabiliser, on se bloque justement, soit par la peur comme moi, ou soit par le stress, etc. Donc, toutes ces émotions-là que justement créent la procrastination. Et on reste dans ce cercle vicieux-là, pendant que la vie, elle passe. Les gens passent à autre chose, le temps, il avance, les opportunités, elles passent. Et puis, donc, voilà. Donc, voilà comment on se retrouve à manquer des opportunités et perdre du temps, justement, en procrastinant. La quatrième conséquence, justement, de la procrastination, c'est la perte de confiance en soi. Et justement, c'est dans cette conséquence-là que je me suis personnellement retrouvée, où justement, à force de repousser, de remettre à demain, et à force de rester dans ce schéma, on remet, il y a le stress, il y a la culpabilisation, et puis après, on se retrouve bloqué. Il y a une autre partie qui s'ajoute, en fait, à ce cercle-là, ou à ce schéma-là, c'est vraiment la remise en question, en fait. Donc, en se disant, ah oui, si je l'ai pas contacté, c'est parce que vraiment, je ne suis pas capable de,
de toutes les façons, elle va dire non parce que voilà, j'ai manqué l'opportunité dans tous les cas parce qu'ils m'auraient jamais embauché. De toute façon, mon CV, il était pas assez bien, donc je pense que de toutes les façons, c'est très bien comme ça, justement, que j'ai pas postulé à l'emploi. Et donc, justement, on doute tellement, en fait, à cause de la procrastination, surtout dans ce schéma-là. Et justement, en fait, on rentre dans l'auto-sabotage, en fait. Donc, l'étape après ça, de douter et puis de perdre sa confiance en soi, devient l'auto-sabotage, où justement, je ne fais plus rien en pensant que je n'ai rien manqué, mais alors que justement, je me fais du mal parce que justement, je suis en train de manquer des opportunités, je suis en train de manquer des rencontres. Mais juste humainement, quoi, genre une personne que j'aurais pu rencontrer, si j'avais contacté telle personne qui m'aurait mis en contact avec telle personne, si j'avais postulé à tel emploi, j'avais mieux suivi en classe que j'avais révisé plus tôt, etc., etc. Justement, on rentre dans ce schéma de perte de confiance en soi qui n'est pas une petite conséquence, en fait. Donc, il y a une conséquence qui peut rester très longtemps avec nous, justement. Après ça, oui, il y a les deadlines catastrophes. Donc, il y a toujours le fait de remettre à demain parce que au début, c'est fun. Et puis, quand t'es jeune, c'est fun. Quand t'es à l'université, c'est fun. Je veux dire, voilà, quand t'es jeune, t'es chez tes parents, c'est pas fun parce que t'as la chicotte derrière. Parce que tu ramènes des mauvaises notes. Mais quand tu es à l'université, bon, tu sais que tu peux arrondir tes notes, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, tu as raté, à moins que le devoir en question est compte pour 50% de la note, là, t'es fait. Mais je veux dire, voilà, c'est fun, quoi. Mais bref, oui, c'est fun jusqu'à ce que ça devienne plus fun, parce que justement, après, ça a des vraies conséquences dans la vraie vie. Donc, genre, on peut se faire virer de son boulot à cause de ça. On peut, justement, comme je disais depuis tout à l'heure, rater des opportunités, avoir des mauvaises notes. Les conséquences au travail, c'est qu'il y a un client qui est mécontent, donc on perd des contrats. On perd une promotion, justement, parce que on fait jamais les choses à temps. Voilà, quoi. Ouais, ce qui est en fait embêtant dans la procrastination, c'est que c'est des choses qu'on sait. On sait que le fait de procrastiner, ça a des vraies conséquences. Mais on se laisse tellement submerger par nos émotions qu'on se retrouve paralysé et littéralement bloqué, en fait. On se retrouve sous le joug de nos émotions, quoi, en fait, et tout. Même si logiquement, on sait que remettre à demain quelque chose qu'on devrait faire va nous causer du tort, mais on se laisse vraiment submerger par nos émotions. C'est le mot, submerger par nos émotions, ce qui fait qu'à la fin, on en paye les conséquences littéralement. Donc voilà. Heureusement, en fait, que comme tout dans la vie, il y a des solutions. Il y a des solutions à la procrastination également. Moi, j'en ai testé et je sais qu'il y en a une ou deux qui fonctionnent avec moi. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Et parce que justement, je l'ai dit, je dis, bah, tant que je ne fais pas cette émission-là ou je n'enregistre pas cette émission-là, je ne ferai absolument rien d'autre. Mais j'ai des choses à faire qui, pour moi, sont plus fun. Mais il fallait que j'enregistre cette émission-là pour pouvoir avancer sur ma journée. Sinon, ben, je me retrouve, il est 13h, 14h. Et là, la vie, elle continue. J'ai des choses à faire dans la vraie vie. Donc voilà, en fait. Justement, c'est des choses que j'emmène dans la vraie vie, dans mes relations avec les vrais gens. Pas que c'est pas ce que je fais là, c'est pas la vraie vie, etc. Mais au quotidien, j'ai des vraies choses où j'ai des vrais gens que je rencontre. Mais en tout cas, bref, ceci étant dit, comme je l'ai expliqué, il y a des solutions. Très heureusement, il y a des solutions à la procrastination et je vais vous les donner tout de suite. D'abord, on va parler de la méthode des petits pas. Donc, c'est-à-dire qu'on découpe la tâche en plusieurs morceaux. Je prends un exemple, vous devez aller écrire un rapport. Donc là, quelque chose qu'on fait bien, les procrastinateurs, c'est qu'on prépare tout à l'avance sans s'en rendre compte. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je fais. Par exemple, quand je sais que j'ai cette émission-là à faire, les recherches sont faites depuis longtemps, j'ai tous les liens Internet, j'ai toutes les notes que j'ai prises, j'ai les liens, j'ai un script, j'ai tout, etc., etc. Tout est préparé. Je sais exactement où tout est. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'asseoir et relire pour me mettre mes idées clairement dans la tête pour avoir un fil à l'émission. Donc, la première étape de la méthode des petits pas, c'est d'aller se remettre les choses en tête. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, une fois que c'est fait, deux, on prend une feuille. Bon, moi, comme je dis, si j'écris pas, ma main dit à mon cerveau, il faut que j'écrive littéralement pour pouvoir retenir ce que je fais. Donc, je prends une feuille et j'écris 3 grands points que je vais aborder, en fait, par rapport à cette émission-là. Donc, les 3 grands points que je voulais aborder par rapport à cette émission-là, je les ai écrits sur une feuille, etc. Et chaque partie, j'écris une liste d'idées en dessous. Donc, un bullet point, bullet point, bullet point. Là, je voulais parler de ce qu'est la procrastination, etc., etc. Je parlais de ci, je parlais de ça, je parlais de ça. Deuxième grande ligne, je parlais de ci, je parlais de ça, etc. Et donc, une fois que ça, c'est fait, et justement, ces 3 petits trucs, donc là, tu peux relire, souffler un peu, voilà.
Mais tu te mets un chronomètre, en fait, pour que, allez, si tu te dis 5 minutes, boum, 5 minutes, allez, c'est bon. Sinon, le plus efficace, vraiment, c'est vraiment quand tu commences, exactement ce que j'ai fait. J'ai relu mes notes, j'ai tout. Ensuite, j'ai écrit les 3 grands points, j'ai pris le script et j'ai pris les 3 grands points et puis j'ai mis les idées. Et donc, c'est sur ça que je me base pour faire l'émission. J'allais dire aussi simple que ça, mais c'est pas aussi simple. C'est difficile. Mais une fois que le point de résistance est passé, par rapport au cerveau. Le cerveau dit non, t'aimes pas faire ça, tu voulais vraiment pas enregistrer ça. Tu te souviens pas que tu voulais pas enregistrer cette émission, Jenaba? Tu devais te filmer, ça te faisait chier. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te filmer déjà? Blablabla. Mais le truc, c'est que tu laisses ton cerveau parler et toi, tu te dis, voilà, et tu grognes tout le long pendant que, mais le truc, c'est que tu es en train de le faire. Et à un moment donné, tu te rends compte que le point de résistance est passé et vraiment, tu es dans les idées, ça coule tout seul, etc. Et ça y est, une fois que tu es lancé, c'est fini. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ce point de résistance-là qu'il faut passer. Donc moi, je dis, faites-le en grognant, mais faites-le. Donc voilà. La deuxième méthode, c'est la méthode Pomodoro, qui est en fait la méthode travailler sans souffrir. J'aime bien Pomodoro. Oui, travailler sans souffrir, ça existe. En fait, non. Mais ça existe. Donc, la méthode de travailler sans souffrir, c'est l'antidote à ce que, justement, je faisais quand j'étais à l'université. Il reste 24 heures avant l'examen. Alors là, je fais un blitz et j'étudie tout en même temps. Je fais tout en même temps. Je veux mettre dans la boîte ici 6 mois de cours, sachant que sur les 6 mois, il y a peut-être 3 mois de notes que j'ai manquées. Donc, voilà. Donc, et ce qu'on fait, en fait, avec la méthode, c'est faire des cours sprint. Et ça, en fait, surtout ça, c'est la deuxième méthode qui marche super bien avec moi. C'est les jours où vraiment j'ai pas envie. Là, je me cale des sprints de 25 minutes. Donc, en fait, c'est 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes ou 4 fois. Donc, ça fait 2 heures et ça passe vite sans que tu t'en rends compte. Donc, tu mets ton chronomètre, tu lances 25 minutes et pendant 25 minutes, tu commences. Et comme je dis, en fait, c'est toujours ce truc de résistance qu'il faut passer. Donc, tu commences, tu grognes. Et après, tu te rends pas compte. Le truc qui sonne quasi, tu sursautes. Et là, en fait, tu as 5 minutes de repos. Donc, tu te mets un chrono pour 5 minutes. 30 premières minutes qui sont passées. On se lance dans la deuxième trentaine de minutes. Donc, 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. Donc, après, c'est limite... à la fin, moi, je me retrouve à essayer de travailler contre le temps, d'essayer de finir ce que j'ai à faire avant la fin du 25 minutes. Parce que justement, une fois qu'on est lancé, comme je dis, et ça vient tout seul, les idées coulent toutes seules, etc. Enfin, on est super concentré, en fait, et tout. Donc, voilà. Comme je dis, c'est la méthode de découper les tâches en petits morceaux où, justement, c'est la même chose, en fait. Sauf que la première méthode n'est pas chronométrée, la méthode Pomodoro, elle est chronométrée. Et justement, j'utilise une méthode ou l'autre en fonction de comment mon cerveau, il est, il est cranké, comme on dit, tu vois. Donc, voilà. Et la troisième méthode, c'est de planifier son temps de procrastination. Par exemple, je sais que j'ai une journée chargée, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire et tout, et je sais que je vais pas avoir du mal à me lancer, etc., etc. Donc, ce que je fais, je prévois mon temps de procrastination. Je me dis, tiens, par exemple, je sais que j'ai des recherches à faire pour ma prochaine émission. Si je fais toutes les recherches que j'ai à faire pour l'émission, je me prévois 1 heure où je glande, je ne fais absolument rien. Genre, je suis sur mon téléphone, je fais complètement autre chose qui fait que je ne pense même pas à ce que j'ai à faire, en fait. Mais il faut vraiment d'abord que je, entre guillemets, vomisse sur le papier tout ce que j'ai en tête. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que j'ai à faire pour X, Y, Z. Et donc, le truc, c'est comme un enfant, en fait. Donc, en disant à un enfant, si tu ranges ta chambre, après, tu vas avoir un goûter ou tu vas avoir une glace ou whatever, quelque chose qui fait plaisir à l'enfant. Donc, tu fais plaisir à ton cerveau en se disant, ah non, t'inquiète pas, je vais juste faire ça. Mais quand je finis là, ah oui, là, on va se donner à fond, je vais faire ce que j'aime vraiment, etc., etc. Donc, ce qui me procure pas de stress, etc., etc. Donc, voilà. Et en général, ça marche. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui marche vraiment avec moi. Mais peut-être que vous aurez plus de chance que moi par rapport à cette méthode-là. Donc, l'autre méthode, c'est Eat the Frog. Donc, ça veut dire, en fait, tu commences par la tâche la plus difficile, celle qui te procure le plus de stress. Disons, tu as 3 grandes choses à faire. Donc, tu les classes en commençant par celle qui te fatigue le plus, celle que vraiment tu n'as absolument pas envie de faire, etc., etc. Et c'est comme si les 2 autres, en fait, servent de récompense. Donc, c'est exactement comme la méthode de planifier son temps de procrastination, mais tu es toujours en train de travailler. Donc, voilà, tu commences par ce que tu as le moins envie de faire et tu finis par vraiment ce qui te vient le plus naturellement.
Donc, voilà. Et il y a la méthode aussi du brain dump, qui est vraiment, tu sors tout ce que tu as en tête, en fait. Et ça, je sais, par exemple, mon mari le fait souvent. Par exemple, quand il a beaucoup de choses en tête et tout, même des fois au milieu de la nuit, au point où ça le réveille, il va aller se lever, il a un carnet, il va tout écrire, se vider complètement le cerveau. Et tant qu'il fait pas ça, en fait, il n'arrive pas à se rendormir. Donc ça, c'est une méthode qui peut être très efficace, en fait. Donc voilà. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai beaucoup de choses en tête et que je sens que je n'arrive plus à avancer, ben c'est quelque chose que je fais. Par exemple, je vais aller écrire tout ce que j'ai en tête de compliqué, de pas compliqué, de personnel, professionnel. Et justement, quand je vais revenir après dessus, là, je vais faire un nettoyage. OK, qu'est-ce qui était professionnel? Qu'est-ce qui était personnel? Qu'est-ce qui était random? Etc., etc. Et quand je fais ce tri, après, je fais un autre tri et je priorise. Okay? Dans le personnel ou professionnel, c'est quoi qui vient en premier lieu? En deuxième, en troisième, etc. Et justement, après ça, je travaille sur ces choses-là dans l'ordre, les ordres de priorité. Une autre solution à la procrastination, c'est peut-être de changer son environnement. Donc, plutôt que de travailler, pour ceux qui travaillent de la maison, plutôt que de travailler du bureau de la maison, on peut aller dans un Starbucks ou enfin dans un café ou à la bibliothèque ou aller dans un parc, etc. Bon, quand la température le permet, etc. Donc, mais vraiment, juste changer son environnement, ça influence le physique et le mental. Donc, en changeant d'environnement ou de pièce où on travaille, en fait, c'est comme si le cerveau devait se resetter, en fait, parce qu'il n'est pas habitué à l'environnement. Donc, il est encore un peu en mode analyse, en fait, tu vois. J'avais une prof du lycée qui m'avait dit ça, Madame Dietrich. Justement, c'est la dernière année, l'année du bac, et puis bon, tout le monde s'apprêtait à partir et tout. Et elle nous avait dit, ben, vous allez tous passer par ça, vous allez voir. Parce que justement, au début, c'est bien beau, on arrive, on est indépendant, etc. Mais vous allez passer par cette période où vous allez être en dépression, loin de la famille, le nouveau n'excite plus comme au début, etc., etc. Donc, c'est important de changer d'environnement. C'est important de vous lever le matin, sortir du lit, se laver, faire tous les gestes d'hygiène normaux, se maquiller et sortir de chez vous. C'est exactement ça, en fait, justement, dans cette méthode-là. C'est important, justement, de reset le cerveau, en fait, et lui dire, OK, tiens, là, on va commencer une nouvelle activité. Là, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, etc., etc. Donc, juste en changeant le mental, en parlant au cerveau, le physique, il suit, et le physique fait suivre le mental. Donc, c'est vraiment un échange entre les deux. Donc, voilà. Et vraiment, la dernière méthode, et c'est quelque chose que j'essaie, j'y arrive tant bien que mal, c'est très difficile. C'est vraiment difficile, mais c'est important d'arrêter d'être un peu gentil avec nous-mêmes. Parce que on peut faire toutes les méthodes. Cette émission en est la preuve parfaite. On peut tout essayer et rien ne va marcher. Parce que justement, la vie étant ce qu'elle est, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tout marche bien, il y a des moments où rien ne marche. Donc, juste comprendre que bah, c'est comme ça et se donner cette flexibilité et cette grâce, d'arrêter de s'auto-flageller. Parce que personne ne pourra nous faire autant de mal que nous-mêmes. Donc, si en plus de ça, on se met à procrastiner et parce qu'on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui arrive souvent, oui, ça peut devenir chronique, ça peut devenir un problème à un moment donné, mais tout le monde le fait un peu à son niveau. Donc, c'est important de savoir ça et d'être gentil avec nous. Comme on aurait tendance à donner des mots gentils à quelqu'un qui passe par une période difficile, faire la même chose pour nous-mêmes. C'est le plus difficile pour moi. C'est drôle à dire, mais c'est vraiment le plus difficile pour moi. Donc voilà. Ben, tout ce qui me reste en fait sur cette émission, c'est à conclure. Et comme je disais tout à l'heure, tout le monde procrastine à son niveau, un peu ou beaucoup. Et justement, ça devient un problème. La procrastination devient un problème, un vrai problème, quand justement ça devient chronique et que on ne peut plus faire aucune tâche sans être paralysé par la peur, sans rechercher ce stress, cet état constant de stress, etc. Parce qu'à un moment donné, ça a des vraies conséquences sur la santé physique. Donc, c'est important de ne pas se laisser submerger par ses émotions et de comprendre justement que c'est vraiment quelque chose de scientifique et de physique et de chimique, quoi, en fait. Comme j'ai cortex préfrontal, amygdale, partie logique contre les émotions, c'est une bagarre, ils sont en train de se bagarrer, bichou, 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 bichou. Et puis là, il y en a un qui gagne et puis voilà, celui qui a gagné, il a gagné. Mais faire comprendre aux gagnants que tu as gagné, mais c'est pas parce que tu as gagné que je vais faire juste ça. Je vais faire un peu de ce que tu veux que je fasse, mais la tâche importante, je vais quand même y retourner et très vite. Pas demain, le demain qui commence dans 25 minutes. Donc voilà, j'espère que vous en aurez appris autant que moi sur la procrastination et j'espère que vous serez plus gentil avec vous-même, plus indulgent avec vous-même les jours où vous n'y arrivez pas et célébrer les petites victoires justement les jours où vous y arrivez. Ce qui m'aiderait beaucoup, moi, c'est que vous ne procrastiniez pas et que vous likez ce podcast et que vous le partagiez.
Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt sous le baobab. Et je vous dis à très bientôt ou même à très vite parce qu'il va y avoir un petit quiz qui va suivre pour que vous découvriez quel type de procrastinateur vous êtes. À tout de suite. Alors, comme je vous disais, j'ai trouvé un quiz en fait qui nous permet de découvrir quel type de procrastinateur nous sommes. Donc, dans ce quiz, il va y avoir 5 questions. Et justement, en fonction de ces questions-là, vous saurez quel type de procrastinateur vous êtes. Et en fonction du type de procrastinateur que vous êtes, vous saurez quelle solution appliquer à votre type de procrastination. Et voilà, rien n'est fait au hasard. Première question du quiz. Quand tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas, A, tu ouvres une nouvelle appli de gestion de temps. C'est joli, mais tu ne bosses pas. B, tu attends que ce soit ultra urgent pour te sentir vivant. C, tu paniques, tu doutes, tu changes 10 fois de titre avant même de commencer. D, tu fais la vaisselle, la lessive et tu te dis, c'est productif aussi, non? E, tu lances Netflix, juste un épisode. Question 2. Ta phrase préférée, c'est A, attends, faut que je trouve la méthode parfaite. B, j'ai besoin de la pression pour être créative. C, et si je me plante? D, j'ai trop de trucs à faire, mais je ne sais pas par quoi commencer. E, je vais le faire après ma sieste, premier juré. Troisième question. Le jour du deadline, tu es A, en train de refaire tout ton projet parce que c'était pas assez bien. B, en sueur avec un Red Bull à la main, mais focus à 200%. C, toujours bloqué à l'étape du titre du document. D, en train de chercher où tu as mis le fichier. E, en train de te dire, c'est bon, j'ai encore le temps, alors qu'il ne reste que 20 minutes. 4. Ton espace de travail, c'est A, minimaliste, tout est parfait, mais tu n'as rien écrit. B, une scène de crime, mais t'appelles ça ton système. C, rangé, mais ton fichier Word est toujours vierge. D, en bazar total, post-it partout, aucun fil conducteur. E, ton lit. Toujours ton lit. Question 5. Ta phrase typique le dimanche soir? A, demain, je m'y mets sérieusement. B, j'attends juste le bon mood. C, et si je foire encore cette semaine? D, je dois d'abord refaire mon planning. E, je regarde un dernier épisode et je dors. Ça, c'était les questions. Voici les réponses. Ceux qui auront eu une majorité de A, vous êtes là ou le perfectionniste type. Tu veux que tout soit nickel, prêt pour l'Oscar, du coup, tu ne commences rien. Fait est mieux que parfait. Le petit rappel dont tu as besoin. Si vous avez une majorité de B, vous êtes dans la catégorie des adrénaline junkies. Vous carburez au stress, comme d'autres au café. Vous attendez la dernière minute pour tout faire. Vous en êtes presque fier. Si vous avez une majorité de C, vous êtes paralysé par le doute. Vous bloquez parce que vous avez peur de mal faire, d'échouer ou même de réussir. C'est très possible. Respirez un grand coup et commencez petit. Si vous avez une majorité de D, vous êtes le désorganisé total. Trop d'idées, pas assez de structure. Vous vous noyez dans votre to-do list. Du coup, vous l'oubliez. Un petit plan simple pourrait vous sauver la vie. Vous avez une majorité de E. Vous êtes le roi du confort immédiat. Votre phrase type, c'est pourquoi souffrir maintenant quand on peut être bien tout de suite. Vous vivez dans l'instant présent, peut-être un peu trop. Et voilà, chose promise, chose due. Je vous en ai parlé au début de l'émission. Je vous ai dit qu'il y allait avoir un petit quiz à la fin de cette émission pour savoir dans quelle catégorie de procrastinateur vous êtes. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes tous des procrastinateurs. Chacun à son niveau. Il y en a à petite échelle, il y en a à plus grande échelle. Donc voilà. Voici les questions du quiz. Question 1. Quand tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas. A. Tu ouvres une nouvelle application de gestion de temps. C'est joli, mais tu ne bosses pas. Réponse B. Tu attends que ce soit ultra urgent pour te sentir vivant. Réponse C. Tu paniques, tu doutes,
Tu changes 10 fois de titre avant même de commencer. Réponse D. Tu fais la vaisselle, la lessive et tu te dis, c'est productif aussi, non? Réponse E. Tu lances Netflix, juste un épisode, mais on sait comment ça se termine. Question 2. Ta phrase préférée, c'est réponse A. Il faut que je trouve la méthode parfaite. Réponse B. J'ai besoin de la pression pour être créatif. Réponse C. Et si je me plante? Réponse D. J'ai trop de trucs à faire et je ne sais pas par quoi commencer. Réponse E. Je vais le faire après ma sieste. Promis. Moi, c'est ça. Question 3. Le jour du deadline, tu es, réponse A, en train de refaire tout ton projet parce que c'était pas assez bien. Réponse B, en sueur, avec un Red Bull à la main, mais concentré à 200%. Réponse C, toujours bloqué à l'étape titre du document. Réponse D, en train de chercher où tu as mis le fichier. Réponse E, en train de te dire, c'est bon, j'ai encore le temps. Alors, en réalité, il reste 20 minutes. Question 4. Ton espace de travail, il est minimaliste, mais tout est parfait. En fait, tu n'as rien écrit. Réponse B. Une scène de crime, mais t'appelles ça ton système. Réponse C. Rangé, mais ton fichier Word est toujours vierge. Réponse D. En bazar total. Post-it partout, aucun fil conducteur. Réponse E. Dans ton lit. Encore dans ton lit. Toujours dans ton lit. Question 5. Ta phrase typique le dimanche soir. Réponse A. Demain, je m'y mets sérieusement. Réponse B. J'attends juste le bon mood. Réponse C. Si je foire encore cette semaine. Réponse D. Je dois d'abord refaire mon planning. Réponse E. Je regarde un dernier épisode et je dors. Donc, voici les réponses aux questions. Si tu as une majorité de A, tu es le perfectionniste. Tu veux que tout soit nickel chrome, prêt pour l'Oscar. Tu te fais pas surprendre. Et du coup, tu ne commences absolument rien. Un petit rappel pour toi, le perfectionniste. Fait est mieux que parfait. Si tu as une majorité de réponse B, tu es l'adrénaline junkie. Tu carbures au stress comme d'autres carburent au café. Tu attends la dernière minute pour tout faire. Tu en es presque fier. Et ça se voit. Si tu as une majorité de réponse C, tu es paralysé par le doute. Tu bloques parce que tu as peur de mal faire, tu as peur d'échouer ou même de réussir. Et oui, ça existe. Et je peux vous dire que celle ici qui vous parle là, c'est vraiment ça, sa vraie peur. La réponse à cette peur, c'est de respirer un grand coup et de commencer petit. Si tu as une majorité de réponse D, tu es l'archétype du désorganisé total. Trop d'idées, pas assez de structure. Tu te noies dans ta to-do list, donc elle n'existe plus. Un petit plan simple pourrait te rendre le travail plus simple. Si tu as une majorité de réponse E, tu es le roi du confort immédiat. Pourquoi souffrir maintenant alors qu'on pourrait être bien tout de suite? Tu vis dans l'instant présent, un peu trop à mon avis. Donc trouve ta méthode et commence ton travail. Donc, c'était le petit quiz. J'espère que ça vous aura autant fait rire que moi. En tout cas, s'il vous plaît, encore une fois, ne procrastinez pas. Merci de partager cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le quiz. Merci d'avoir partagé sur vos réseaux et merci d'avoir laissé un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt sous le baobab. Bye bye.